Pourquoi j'ai acheté du XRP? Parce que Ripple a été choisi comme leader du nouveau système de paiement digital globalisé qui utilise XRP. En 2013, la Réserve fédérale américaine a commencé sa recherche de méthodes de paiement plus rapides. 2 ans plus tard, un plan d'action est né et une équipe de recherche fédérale a été créée. Ce comité comprenait une société basée sur la crypto, Ripple. En 2014, The World Bank et la Better Cash Alliance, incluant la fondation de Bill et Melinda Gates, Clinton Global Initiative et les gouvernements de 32 pays, ont publié un rapport sur l'opportunité de paiement numérique. Un an plus tard, The Better Cash Alliance a publié un article concernant une société sur leur site, Ripple. Aujourd'hui, The Better Cash Alliance et les autres fondations sont concentrées par le même sujet, les SDG de l'environnement pour 2030. On peut voir le logo sur le costume de Bill Gates sur les plus grosses compagnies du monde ou sur le site Exchange pour créer la première plateforme d'exchange de security focus sur le développement. Quel crypto exchange utilise pour sa solution zéro carbone XRP? Le monde avance vers une nouvelle norme d'échange de messages électroniques interbancaires entre les institutions pour 2025, la norme ISO 20022. Qui est le premier membre de ISO 20022 concentré sur la distribution de solutions de stockage? Ripple, qui est partenaire avec plus de 300 institutions financières incluant les géants Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, le Standard Chartered Bank, les banques fédérales d'Angleterre, d'Inde, de Singapour, d'Écosse, d'Australie, d'Indonésie, les plus importantes banques japonaises, canadiennes, égyptiennes, du Moyen-Orient, des Émirats, de Thaïlande, du Maroc, du Bhoutan, de la Corée du Sud, du Brésil et d'Amérique latine, Ripple, qui est le nouvel advisor crypto de la Réserve fédérale américaine, un ex-employé de Ripple, qui BlackRock, le fonds le plus important du monde, souvent appelé gouvernement fantôme, a embauché pour diriger sa division des crypto-monnaies, Ripple, qui va diriger le projet de CBDC australien, Ripple, qui a embauché une ancienne trésorière des États-Unis, Ripple, 2 anciens avocats de la Banque fédérale de New York, 2 anciens conseillers de Clinton et Obama, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, une ancienne directrice de Swift, un ancien membre du conseil d'administration de Swift, l'ancien CFO de PayPal, l'ancien CEO de la DCCC, l'ancien CEO d'Uber, l'ancien VP d'Amazon, une ancienne employée de la SEC, Ripple, qui est membre de la Digital Pound Foundation pour le développement des CBDC, qui est partenaire du dollar numérique, de l'euro numérique, de Mojaloop, du groupe de contrôle de l'IMF pour étudier la blockchain, de l'Hyperledger Consortium, de l'Alliance Open Payment, du groupe de travail Faster Payment, du Global Payment, du groupe de travail Cross Border avec Swift et Microsoft, l'Association internationale pour l'application blockchain, des accords pour le climat, des groupes de recherche de 11 universités sur la blockchain, du groupe Web3C, Web Payment et partenaire du World Economic Forum avec 3 membres de la team cités sur le site, Ripple. Alors est-ce que c'est une simple coïncidence ou que ça fait partie d'un plan bien plus large? Après cette vidéo, tu comprendras les enjeux de Ripple et son potentiel de hausse. Je précise bien sûr avant toute chose que c'est pas un conseil en investissement, alors fais toujours tes propres recherches. Et avant que tu puisses découvrir la fabuleuse histoire de XRP et Ripple, qui va remporter le procès des titans qui oppose le gendarme financier américain, la SEC, à Ripple, et la place du XRP dans le plan de domination des CBDC et du Forum économique mondial, rends-toi service et commence par t'abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, un commentaire, partager cette vidéo à ta femme, ton mari, ta cousine, ton chien, ta voisine, ta grand-mère, écris le lien sur l'arrêt de bus le plus proche de chez toi, installe-toi confortablement, ouvre tes yeux, tes oreilles, éteins BFM TV et CNews, t'es maintenant prêt à tout découvrir sur XRP et Ripple. Pour ceux qui ont passé les 10 dernières années dans une grotte, sachez qu'en 2004, Ryan Fugger, donc un jeune développeur canadien ambitieux, a créé Ripple Pay. Son objectif, créer un système monétaire décentralisé qui pourrait servir à des communautés, et tu vas voir qu'il était loin de se douter qu'il allait créer un véritable monstre et que le parcours serait semé d'embûches, de procès, de coups de poignard, de milliardaires amateurs de licornes, mais aussi d'Allemands à l'accent douteux et de milliards de dollars. Normalement, rendu là, vous vous posez tous la même question et la réponse est oui, je n'aime pas les licornes. Et pour l'autre question, j'ai bien dit que Fugger avait développé Ripple Pay en 2004, soit 5 ans avant le lancement du Bitcoin en 2009 par son énigmatique inventeur Satoshi Nakamoto. Et il a d'ailleurs lui-même déclaré à l'époque, Ripple est intéressant dans la mesure où c'est le seul système qui fait quelque chose de la confiance en plus de la concentrer dans un serveur central. On a d'ailleurs même David Schwartz, le CTO de Ripple, qui a travaillé en 2011 sur l'optimisation du code du Bitcoin. Mais Ripple, c'est aussi la société à l'origine du RTXP, donc un protocole internet distribué et open source, c'est-à-dire que le code peut être modifié, qui vise à permettre des transactions financières mondiales sécurisées, instantanées et quasiment gratuites. Il faut savoir qu'un des points importants de ce protocole, c'est qu'il prend en charge n'importe quelle monnaie fiat, donc comme l'euro ou le dollar, mais aussi les crypto-monnaies, les commodités et toutes les unités de valeur comme le miles aérien ou la minute mobile. Et en plus de ça, il permet de stocker donc de la valeur et de payer les frais de transaction grâce à sa crypto-monnaie native, le XRP. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes parce qu'en 2013, énormément de banques et d'institutions financières ont commencé à travailler avec Ripple. En 2014, Ripple Labs a même lancé une application iOS, donc pour les détenteurs d'iPhone, qui permettait d'envoyer et de recevoir toute devise directement sur leur téléphone. La même année, Ripple Labs a proposé Codius, donc c'était un projet de développement d'un système de contrat intelligent. Le projet, malheureusement, il a été abandonné un an plus tard et l'Ethereum a été lancé en 2015. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, en 2013, Vitalik Buterin, le fondateur principal
principal de l'Ethereum, avait été accepté comme stagiaire chez Ripple et il n'a pas eu son visa pour les États-Unis. Donc dans un univers parallèle, il aurait eu son visa, Ethereum n'aurait jamais vu le jour et ça serait Ripple le leader des smart contracts. D'ailleurs à l'époque il avait même publié un article dans Bitcoin Magazine dans lequel on pouvait lire en résumé ce que Ripple a accompli est impressionnant. Avec Ripple nous avons un moyen d'envoyer, de recevoir et de conserver toute devise, pas seulement une crypto-monnaie spécifique dans un environnement décentralisé. Bon bien sûr faut quand même que je te précise que depuis Vitalik il a un peu revu ses positions et dans certains de ses derniers tweets, notamment en 2020, on pouvait lire « On dirait que l'équipe Ripple XRP atteint de nouveaux niveaux d'étrangeté. Ils prétendent que leur shitcoin ne devrait pas être appelé un titre pour des raisons de politique publique, notamment parce que Bitcoin et Ethereum sont, je cite, contrôlés par la Chine. » Il a également écrit plus récemment « XRP a déjà perdu son droit à la protection quand ils ont essayé de nous jeter sous le bus en nous accusant d'être contrôlés par la Chine. » Et concrètement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cette série de tweets, elle faisait référence aux déclarations de Ripple concernant Ethereum, qui n'a pas été inquiété par les mêmes accusations qu'eux, et on reviendra là-dessus plus tard. En tout cas, la success story, elle semblait plus arrêtée à ce moment-là. Et c'est comme ça que le 10 octobre 2017, on a atteint un autre palier important, parce que Ripple a annoncé la création de partenariats avec une centaine d'institutions financières. Donc des banques et des services de paiement ont commencé à utiliser la technologie de Ripple pour fournir directement à leurs clients un service de paiement global et instantané. La même année, la valeur du XRP est passée de 20 centimes à plus de 3 $ avant le crash de la crypto en 2017. Et il faut également que tu saches que XRP était deuxième ou troisième dans le classement des crypto-monnaies à la plus grosse capitalisation, et ça pendant plusieurs années. Au même moment, les dirigeants de grandes banques comme JP Morgan traitaient le Bitcoin d'arnaque. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, en 2020, coup de massue, le gendarme financier américain, la SEC, attaque en justice Ripple. Et ça pour la vente de titres non enregistrés pour un montant de plus de 1,380 milliard $. Et on va donc maintenant faire un débrief sur le combat entre le gendarme financier américain, la SEC et Ripple. Donc selon la SEC, Ripple a offert et vendu des contrats d'investissement, et ça sans respecter les réglementations. Et pour appuyer leur plainte, ils sont basés sur des centaines de déclarations de Ripple durant les 10 dernières années qu'ils ont rassemblées dans le dossier. Ils accusent par exemple Ripple d'avoir fait des campagnes marketing pour vendre ce qui est pour eux un contrat d'investissement, car ils promettaient notamment des sortes de gains en disant que le XRP allait monter. Concrètement, ce que tu peux retenir de l'attaque de la SEC, c'est qu'ils essayent de se concentrer sur les faits. Et la défense de Ripple, elle est plutôt différente parce qu'ils s'appuient sur deux axes principaux. Le premier axe qu'ils utilisent, c'est de savoir précisément qu'est-ce qu'est un contrat d'investissement. Qu'en fait, ils tentent de démontrer que la SEC, elle essaie d'étendre de manière illégale son champ d'action et qu'ils sont absolument pas compétents dans le champ d'action de la crypto. Et du coup, de facto, s'ils arrivent à prouver ça, ça voudrait dire que Ripple n'a jamais proposé de contrat d'investissement. Mais ça veut également dire qu'ils remettent en cause en fait la SEC et leur politique concernant la crypto. Le second point sur lequel ils s'appuient, ce sont les déclarations de l'ancien directeur de la division corporate finance de la SEC. En fait, à l'époque, il avait déclaré concernant l'Ethereum: sur la base de ma compréhension de l'état actuel de l'Ether et du réseau Ethereum et de sa structure décentralisée, les offres de vente actuelles d'Ether ne sont pas des opérations sur titre. Ce qui veut dire que Ripple estime que la même conclusion, elle s'applique à XRP et que ça viendrait invalider le procès. Justement parce qu'il se trouverait en fait dans le même champ d'action que l'Ethereum. Le problème, c'est que la SEC, elle refuse de partager les documents d'un discours qui a été prononcé donc par ce directeur William Inman en 2018. Et ça alors même que la juge Sarah Nedburn, elle avait statué que les courriels et les brouillons qui étaient liés à ce discours n'étaient pas protégés par le privilège de procédure régulière, comme essayait justement la SEC de l'appuyer pour pas partager ces documents. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le privilège de procédure régulière, en fait ça désigne les discussions confidentielles qui peuvent mener à des changements dans le gouvernement ou dans la politique. Après cette décision, la SEC a demandé donc une clarification, également un réexamen de la décision. Le réexamen, il a été refusé tout de suite, mais la clarification, elle a été acceptée. Et une nouvelle fois, la SEC, elle a refusé de fournir les documents avec le même argument. Mais il y a quelques semaines, la juge Annalisa Torres a examiné les arguments de Ripple, selon lesquels les documents de ce discours de 2018 étaient pertinents dans le cadre de l'affaire. Et ça justement parce qu'ils permettaient d'obtenir donc des preuves potentielles de mise en accusation, qui permettraient par exemple de faire venir l'ancien directeur Inman. Et donc pour l'instant, la SEC, elle va bien devoir fournir ces documents. L'autre rebondissement important qui a propulsé à la hausse le cours du XRP, c'est la demande des deux parties d'un summary judgment. Donc un summary judgment ou un jugement sommaire, c'est soumis aux tribunaux quand on a au moins une des parties impliquées qui estime qu'il y a assez de preuves pour prendre une décision sans avoir à passer au procès. Et à l'heure actuelle, on a les deux parties qui ont demandé à la juge Annalisa Torres de rendre une décision immédiate sur la question de savoir donc si les ventes de XRP et de Ripple ont violé les lois américaines sur les valeurs mobilières ou pas. Et Brad Garlinghouse, le CEO, a déclaré sur Twitter que la SEC était à court de réponses et qu'ils n'arrivaient pas justement à prouver que les ventes de XRP étaient un contrat d'investissement. La SEC, quant à eux, ils maintiennent pour l'instant toujours la même position. Et on pourrait donc avoir une fin du procès très prochainement, et quelle que soit la décision de la justice, ça aura un gros impact sur la crypto. Par exemple,
exemple, si la SEC remporte ce procès, ils pourront utiliser la jurisprudence fraîchement créée pour s'attaquer à d'autres cryptos et forcer dans le même temps Ripple à détruire les jetons en leur possession qui sont pas encore en circulation. On peut également imaginer que Ripple va s'expatrier, poursuivre ses activités tout en payant une amende. Par contre, si jamais Ripple remporte le procès, et c'est ce que je pense qui va arriver, la jurisprudence elle pourrait protéger donc d'autres cryptos, d'autres sociétés et dans le même temps propulser à la hausse le cours du XRP. Alors 1$, 2$, 10$, 100$ pour certains, ça seul le temps nous le dira. Et on va maintenant passer au deuxième point super important parce qu'il est impossible de parler de Ripple sans faire référence à la norme ISO 20022 et au World Economic Forum. ISO 20022, c'est une norme internationale pour l'échange de messages électroniques entre différentes institutions financières via Swift qui est à l'heure actuelle le principal réseau de messagerie financière qui est utilisé par les banques du monde entier. Et donc cette norme ISO 20022, elle va changer radicalement la façon dont les banques elles communiquent entre elles et ça va augmenter donc la quantité d'informations, c'est-à-dire la scalabilité, mais aussi les communications interbancaires. Ça pourrait avoir un gros impact également sur le secteur de la crypto. On peut par exemple imaginer que les cryptos qui vont se conformer à la norme, elles pourraient être adoptées beaucoup plus rapidement en passant dans le système financier traditionnel, mais également que ça faciliterait les investissements de la part des institutionnels. En fait, si jamais il y a des crypto-monnaies à forte capitalisation comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui étaient intégrés au système Swift et qui recevaient des numéros ISO officiels, ça pourrait changer radicalement les écosystèmes donc des cryptos mais également celui des monnaies fiduciaires. En fait, c'est comme si on pouvait retrouver donc les monnaies classiques et les cryptos sur les mêmes protocoles, les acheter, les vendre au même endroit. Maintenant, moi ça personnellement, j'y crois pas trop parce que la décentralisation elle est pas vue d'un bon œil de la part des gouvernements, d'autant plus quand elle rime avec quasi-anonymat. Et pas sûr non plus que les validateurs acceptent de se prêter au jeu, quoique quand on voit la soumission actuelle des validateurs de l'Ethereum et la faible préoccupation des nouveaux arrivants dans la crypto pour la décentralisation, c'est pas impossible. Faut savoir par exemple que Ripple y siège même au sein de l'organisation de normalisation donc ISO 20022 et ça leur donne donc une voix importante dans les décisions et également dans la mise en œuvre du développement. En plus de ça, contrairement aux crypto-monnaies plus traditionnelles comme le Bitcoin qui sont relativement lentes et principalement utilisées à l'heure actuelle donc comme réserve de valeur, mais qui sont aussi heureusement plus attachées aux valeurs de décentralisation, Ripple est conçu comme un réseau de paiement numérique. Le protocole, il est conçu donc pour des règlements, comme je te le disais tout à l'heure, entre les banques et les grandes institutions financières. Mais il permet également de fournir donc des garanties pour les règlements et XRP est souvent utilisé pour les conversions rapides de devises et les transferts de fonds transfrontaliers. Il faut également savoir que Ripple utilise une méthode de consensus différente qui est consensus par sondage et en fait les nœuds vont venir valider l'authenticité d'une transaction. Ça permet d'atteindre un consensus quasi instantané et à conserver aussi une décentralisation importante du réseau. Par contre, un des gros points noirs, c'est que ces validateurs, ils sont pas mal centralisés en eux-mêmes. On retrouve notamment Bank of America, American Express, TransferGo et XenPay qui, j'en suis sûr, se conformeraient donc aux différentes demandes des gouvernements. Au début, le protocole de Ripple, il était pressenti en fait pour venir remplacer Swift et ça, grâce justement à sa grosse vitesse de transaction et à la baisse des coûts. Sauf qu'entre-temps, ça a changé et on a carrément une intégration de l'écosystème de Ripple directement à Swift. Et ça notamment avec le changement vers la norme ISO 20022. Et ce que ça veut dire, c'est que ça pourrait conduire à une synergie super importante entre XRP et Swift et que ça rendrait XRP encore plus populaire et une alternative majeure au règlement traditionnel. Mais pour l'instant, dans l'attente d'un résultat positif donc de l'action en justice de la SEC contre Ripple, le fait que Ripple soit conforme à la norme ISO 20022 et qu'il soit également membre de l'organisme de normalisation, ça pourrait entraîner une adoption beaucoup plus large de la crypto, notamment comme je te le disais parmi les banques, les institutions financières américaines et ça pourrait aussi conduire à une forte augmentation du prix et de la capitalisation. Maintenant, je précise encore une fois que c'est pas un conseil en investissement. Et ça nous amène d'ailleurs au point suivant, à savoir donc les CBDC et Ripple Ledger. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les CBDC, ce sont les monnaies digitales de la banque centrale. En fait, c'est des sortes de crypto-monnaies, mais qui sont basées directement sur des monnaies fiat. Par exemple, l'euro numérique, le dollar numérique ou encore le yuan numérique. Et la grosse différence avec une crypto-monnaie classique, c'est qu'elle est émise, contrôlée, réglementée par la banque centrale d'un pays ou d'une zone monétaire. Globalement, un CBDC, ça va avoir les mêmes fonctions qu'une monnaie traditionnelle. Ça sera un moyen de paiement, une réserve de valeur ou encore une unité de compte. Et à l'heure actuelle, on peut séparer les CBDC en deux catégories. Donc les CBDC de détail qui sont destinés au grand public et ce sera donc le complément des monnaies fiat actuelles. Mais on a également les CBDC interbancaires qui eux seront pas disponibles au grand public mais uniquement aux banques pour le règlement et la livraison d'actifs financiers. Et pour justifier justement la création de ces CBDC, les banques centrales, elles nous parlent du fait que les monnaies digitales, elles vont permettre de réduire les coûts de transaction, de faciliter et de baisser également donc les coûts de paiement transfrontaliers, mais également de développer une société sans cash, de lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption, ou encore de développer l'inclusion financière. Et c'est pour toutes ces raisons-là que Ripple a décidé justement d'offrir tous les instruments aux banques centrales pour créer leur propre monnaie numérique. Par exemple, à l'heure actuelle,
actuelle, on a déjà des projets pilotes qui sont en cours, comme avec la Banque centrale du Bhoutan ou encore celle de la République de Palau. Et encore plus intéressant, on a eu des news il y a pas longtemps qui venaient directement du conseiller CBDC de Ripple, donc Anthony Welfare, qui a annoncé qu'il y aurait pas mal de nouvelles positives liées au CBDC dans les semaines à venir. Donc on peut imaginer justement l'annonce de pas mal d'autres banques centrales qui vont lancer leur CBDC pas tout seul, mais à travers justement le réseau de Ripple. Donc concrètement, Ripple, ils ont une grosse longueur d'avance sur leurs concurrents dans le domaine, et pour moi il est même possible que le Ledger XRP ça devienne la norme pour toutes les banques centrales à l'avenir, ce qui faciliterait justement encore plus la mise en relation des différentes monnaies. Maintenant, si tu veux vraiment mon avis personnel sur les CBDC, c'est une manière pour moi de venir réguler la DeFi et également de pas laisser de place, ou du moins pas trop importante, à ce qu'on pourrait qualifier de décentralisé. Et comme ça a déjà été annoncé, ils seront pas anonymes et donc contrairement aux crypto-monnaies, totalement traçables. On a eu par exemple Christine Lagarde de la Banque Centrale Européenne qui a déclaré qu'elle voulait plus de période de free banking et elle faisait référence notamment aux services proposés sur la DeFi. Ça viendra donc encore une fois porter atteinte à la décentralisation qui est déjà pour moi en déclin dans la crypto. Et c'est plutôt triste quand on sait que c'était un sujet central lors de la création du Bitcoin. Aujourd'hui, malheureusement, l'intérêt il est beaucoup plus porté sur la spéculation et les profits pour les uns ou à la scalabilité de leur business pour les autres. Et on a de moins en moins de place à l'esprit de départ du Bitcoin qui était, je le rappelle, offrir donc une monnaie qui tomberait pas sous la coupe d'un gouvernement ou même d'une entreprise. L'autre point intéressant à noter, c'est qu'on voit de plus en plus de régulation autour des stablecoins et ça malgré le fait qu'ils soient très centralisés parce qu'ils coopèrent déjà avec les gouvernements et ils peuvent geler des fonds, ils l'ont même déjà fait à plusieurs reprises. Et on peut également voir des interdictions concernant les seuls stablecoins qui auraient pu être à 100% décentralisés, à savoir les stablecoins algorithmiques. Et ça encore plus depuis la chute donc de Terra Luna et de l'UST. D'ailleurs dans cette affaire on a eu le nom de BlackRock qui est sorti, certains pensent que c'est eux qui seraient liés à la chute et même que ça s'inscrirait justement dans un plan bien plus grand qui préparait la venue des CBDC. D'ailleurs BlackRock, qui sont souvent appelés gouvernements fantômes, sont membres du World Economic Forum. Et pour comprendre ce qu'est le World Economic Forum, il faut parler de l'histoire de son fondateur, Klaus Schwab. Donc Klaus Schwab, il a 2 doctorats, un en sciences de l'ingénieur et un autre en sciences économiques, et il commence sa carrière en tant que professeur de management industriel, donc à l'université de Genève, et à cette époque-là, il va découvrir un livre qui va tout déclencher. Ce livre, c'est le défi américain de Schreiber. Donc c'est un livre sur la domination américaine sur le monde et sur l'Europe. Et dans cet élan, il va organiser en 1971 le premier meeting annuel de Davos en Suisse. Et ça va également marquer donc la naissance de l'European Management Forum. L'idée de départ, si vous voulez, c'était de sortir l'Europe de la domination américaine. Et ça, en organisant donc des meetings qui permettraient aux plus grands PDG européens d'échanger des idées avec des membres des gouvernements, des médias, des sommités universitaires, également donc de tout le gratin qu'on peut imaginer. Grosso modo, le but c'était de créer des liens avec toutes les hautes sphères pour pousser le développement européen et par la même occasion s'affranchir du joug américain. Et ça notamment donc avec son concept de stakeholder. Donc l'idée c'était qu'une entreprise elle doit pas être axée uniquement sur le profit, mais elle doit prendre en compte les besoins de toutes les personnes qui y sont liées directement ou indirectement. Et ça justement pour développer les entreprises de manière responsable sur différents plans comme le bien-être des employés, l'écologie, etc. En gros, mettre l'accent sur le développement périn, un peu comme durant les révolutions industrielles avec le passage de produire beaucoup à produire mieux. Donc à la base, sur le papier, ça paraissait pas mal du tout. Et vous allez voir que finalement, ça l'est pas forcément. Mais le forum, il servait également à réseauter, à se faire un réseau. Et on avait des concepts comme celui de l'esprit de Davos. Mais après le grand succès donc des meetings et l'opportunité justement de réseautage que ça a apporté, le concept, peu à peu, il est venu s'exporter, sortir de l'Europe. Et il est devenu en 1987 le World Economic Forum. Concrètement, on est passé d'un forum pour la défense de l'Europe contre la domination américaine à un forum international où se rencontre l'élite mondiale pour décider du sort de l'humanité. Rien que ça. Et dès 1973, ils ont amorcé des concepts comme celui par exemple de l'écologie et de ses enjeux en affichant publiquement que l'écologie serait un de leurs sujets phares. Donc encore une fois sur le papier, on est tous d'accord avec ça, mais là où c'est paradoxal, c'est que dans le même temps, on a des sociétés parmi les plus polluantes du monde comme Coca-Cola qui y ont clairement pignon sur rue. Et ils investissent en plus massivement en Chine qui est à l'heure actuelle le pays le plus polluant au monde. Par contre, vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce qu'ils permettent des manifestations pour l'écologie, ce qui va sûrement sauver l'environnement. Mais là où ça fonctionne super bien, c'est pour penser à de nouvelles taxes et des lois réduisant la liberté des populations. Vous parlez au téléphone à Madame Merkel, à Obama, à d'autres. Si j'étais général du FSB ou de la CIA ou du Mossad, évidemment votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez ? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous dites, on vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard ? Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables
de ce que nous faisons. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Le raisonnement est plutôt simple, moins il y a de pays indépendants et plus le contrôle est centralisé. Et t'imagines bien que quand tu réunis l'élite mondiale des politiques, des entreprises, des médias et des universitaires, et que tu parles d'un esprit de camaraderie, voire esprit de Davos, tu crées une superpuissance sans frontières. Mais pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Je te le donne en mille. Quel est le projet de crypto qui fait partie des partenaires du forum? Ripple. Donc pour résumer, si jamais Ripple prend une place importante dans les échanges mondiaux à travers les CBDC et les banques, et ça même pour les non-initiés, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tout le monde utilise Swift sans même savoir ce que c'est, et ça pourrait du coup en être de même pour XRP. Et si en plus de ça, ils sont promus à l'élite mondiale lors des World Economic Forum et qu'ils sortent victorieux de leur procès, on imagine à quel point sa démocratisation, elle pourrait se mettre en place rapidement et sa courbe exploser à la hausse. Bien sûr, personne n'a de boule de cristal et il pourrait en être autrement. Les gouvernements, ils pourraient copier la technologie et profiter des conseils de Ripple avant de s'en détourner pour leur propre système. Il y a d'ailleurs des banques qui ont déjà fait ça par le passé, et n'en déplaise à Vasile, maintenant tu sais pourquoi est-ce que j'ai acheté du XRP. Et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à écrire dans les commentaires Vasile, V-A-S-I-L, qui est un fervent défenseur du XRP.